Précis. Cheikh Amadou Bamba Dieng. L'homme providentiel. L'attaquant sénégalais de Lorient, il ne s'est pas contenté de remettre timidement son équipe dans le sens de la marche. Il a inscrit un doublé sec pour ramener le score à 2 partout. Ce qui est déjà une belle performance en soi. Oui, mais attends, le détail qui rend cette performance totalement folle, c'est le chronomètre. Ah, le timing. Il a planté ses 2 buts en espace de 10 petites minutes. 10 minutes. C'est fulgurant. Et pour couronner le tout, ce n'était pas à n'importe quel moment du match, c'était juste avant la pause. C'est toujours passionnant de découvrir comment un match de football, qui semble pourtant suivre une logique implacable, peut soudainement basculer dans l'irrationnel total. Ouais, c'est même souvent là que le sport devient le plus captivant. Exactement. Et bienvenue dans cette nouvelle analyse, une plongée au cœur d'une performance individuelle qui a complètement redéfini la physionomie d'une rencontre. Une rencontre assez folle d'ailleurs. Très folle. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie d'un retournement de situation. On se penche sur le championnat de France, donc la Ligue 1, et plus spécifiquement sur un affrontement particulièrement électrique entre le FC Lorient et la JOCR. Un match qui a laissé pas mal de traces, oui. Ok, décortiquons ça. On a tous vu des matchs intenses, bien sûr. Mais ce qui s'est passé sur cette pelouse soulève une question vraiment centrale. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur bascule soudainement du statut de très bon attaquant à celui d'une véritable force de la nature que plus rien ne semble pouvoir arrêter? C'est toute la magie et, disons, la complexité de ce sport. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la tactique, les schémas de jeu ou même la préparation physique, ça ne raconte qu'une partie de l'histoire. C'est seulement la partie visible de l'iceberg, au fond. Exactement. Le reste, c'est de la pure dynamique mentale. C'est une gestion des émotions dans des moments de crise absolue. Et ce match entre Lorient, les fameux Merlus, et Auxerre, c'est un cas d'école parfait. Un cas d'école parce que on n'est pas juste sur une question de niveau technique. Non, pas du tout. On n'est pas simplement face à une équipe qui joue bien ou mal. On est face à une équipe qui subit un véritable traumatisme psychologique sur le terrain et qui s'en remet finalement à une bascule mentale individuelle pour survivre. C'est fascinant cette idée de survie sur un terrain de foot. C'est vraiment ça. C'est cet état de grâce, cette zone de confiance complètement irrationnelle qui vient court-circuiter absolument tous les plans mis en place par l'adversaire. Alors replongeons-nous un peu dans le contexte de cette rencontre, parce que la situation pour Lorient au départ, elle est loin, mais alors très loin d'être idéale. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On regarde le tableau d'affichage à un moment vraiment charnière et il affiche 2 partout. Mais attention, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas un 2-2 tranquille. C'est pas un match où les équipes se rendent coup pour coup de manière très équilibrée, quoi. Non, la dynamique est très différente. Le scénario est en fait bien plus cruel pour Lorient. Auxerre n'a pas seulement ouvert le score. Ils ont pris l'avantage, se sont fait rejoindre, puis ont repris l'avantage une seconde fois. Ce qui change tout au niveau de l'énergie dépensée. C'est ça. Et pour ceux qui suivent régulièrement le foot de haut niveau, on sait à quel point c'est épuisant. Courir après le score, c'est un peu le mythe de Sisyphe. Oh, l'analogie est très juste. Tu pousses ton rocher jusqu'en haut, tu égalises, tu penses pouvoir enfin respirer un grand coup, et bam, le rocher redescend. Tu encaisses un 2e but direct. C'est terrible. Physiquement et surtout mentalement, ça doit être une épreuve monumentale pour les joueurs. C'est un véritable casse-tête, à la fois tactique et émotionnel. En fait, quand une équipe encaisse un but, elle est obligée de sortir de son plan de jeu initial. Elle doit s'exposer, forcément. Voilà. Pour égaliser, Lorient a dû se découvrir, monter le bloc équipe, prendre des risques énormes à la perte de balles, et surtout, ils ont dû puiser énormément dans leurs réserves physiques. Parce qu'Auxerre s'était recroquevillé en défense. Exactement. L'effort consenti pour marquer un but face à un bloc défensif bien en place, il est colossal. Donc au moment où tu égalises enfin, il y a un relâchement naturel. Une sorte de décompression physiologique. C'est ça, une décompression. Et c'est souvent là que l'adversaire, en l'occurrence Auxerre dans ce match, frappe à nouveau. Se retrouver mené une 2e fois, c'est un coup de massue. J'imagine que le langage corporel des joueurs à ce moment-là doit tout dire. Ah mais totalement. À ce moment précis, les jambes deviennent lourdes. Le cerveau des joueurs envoie des signaux d'alerte clairs. Il leur dit en gros on a tout donné pour revenir et ça n'a servi absolument à rien. La frustration doit être tellement palpable sur le terrain. On imagine les regards, tu sais, les regards un peu perdus entre les défenseurs de Lorient. Oui, et c'est le moment de bascule d'un match. Soit l'équipe s'effondre collectivement, c'est le fameux moment où on lâche mentalement, soit une individualité décide de prendre les choses en main. Et c'est plus difficile la 2e fois. Beaucoup plus difficile.
Réagir une première fois, c'est le travail du collectif, c'est l'élan du groupe. Mais réagir une deuxième fois alors que le doute s'est déjà installé dans toutes les têtes, ça demande une solidité psychologique très rare. Il faut vraiment une étincelle. Il faut une étincelle pour rallumer la machine, oui. Parce que tactiquement, à ce moment-là, Auxerre est dans un fauteuil. Ils ont l'avantage, ils peuvent juste attendre tranquillement et contrer. Lorient est au bord du précipice. Et c'est justement là, au bord de ce fameux précipice, que la rencontre prend une toute autre dimension. Voici où cela devient vraiment intéressant. On y vient. L'étincelle dont tu parles, elle a un nom bien précis. Cheikh Amadou Bamba Dieng. L'homme providentiel. L'attaquant sénégalais de Lorient, il ne s'est pas contenté de remettre timidement son équipe dans le sens de la marche. Il a inscrit un doublé sec pour ramener le score à 2 partout. Ce qui est déjà une belle performance en soi. Oui, mais attends, le détail qui rend cette performance totalement folle, c'est le chronomètre. Ah, le timing. Il a planté ses 2 buts en espace de 10 petites minutes. 10 minutes. C'est fulgurant. Et pour couronner le tout, ce n'était pas à n'importe quel moment du match, c'était juste avant la pause. En 10 minutes, le gars a littéralement confisqué le match. Ce qui est fascinant ici, c'est la notion de momentum. Cette espèce de dynamique invisible qui dicte le rythme du sport de haut niveau. Ce courant qui t'emporte. Exactement. 10 minutes, c'est un battement de cils dans un match de 90 minutes. Mais c'est amplement suffisant pour créer un traumatisme chez l'adversaire. Tactiquement parlant, marquer 2 fois en si peu de temps, ça signifie que Bamba Dieng a trouvé une faille béante dans le système auxerrois. Et qu'il a appuyé dessus direct. Il l'a exploité avant même que l'entraîneur adverse n'ait eu le moindre temps d'ajuster son bloc. Le premier but de Dieng relance la machine, il injecte une dose d'adrénaline pure à ses coéquipiers. On respire de nouveau. Voilà. Mais le deuxième but, celui qui est inscrit dans la foulée, c'est celui qui assomme. Il ne laisse pas à Auxerre le temps de digérer la première égalisation. C'est un double percute. Et j'imagine que le timing de ces buts change absolument tout pour la suite de la rencontre. C'est le facteur clé. Marqué juste avant que l'arbitre ne siffle la mi-temps, c'est presque cruel pour Auxerre. On sait bien à quel point les 15 minutes passées dans les vestiaires sont cruciales pour recadrer une équipe, non? C'est le pire scénario possible pour une équipe qui mène au score. Le fameux but avant la mi-temps, c'est une hantise absolue pour tous les entraîneurs. Pourquoi spécifiquement avant la pause? Mais là, en l'espace de 10 minutes seulement, Dieng détruit complètement ce plan. Le discours à la mi-temps n'est plus du tout, mais alors plus du tout le même. Du côté d'Auxerre, c'est la panique. Le doute s'installe. Ils se disent forcément comment a-t-on pu craquer si vite? Et de l'autre côté, chez Lorient? À l'inverse, dans le vestiaire de Lorient, la fatigue due au double effort qu'on mentionnait tout à l'heure, elle est totalement balayée par l'euphorie. L'adrénaline efface l'acide lactique. Complètement, Bamba Dieng n'a pas seulement égalisé sur le tableau d'affichage, il a renversé toute la pression psychologique. Il a pris le poids du match sur ses épaules et l'a transféré directement sur celle des défenseurs adverses. C'est tellement fascinant de voir comment un seul homme, par sa volonté, peut faire vriller tout un collectif pourtant très organisé. C'est l'impact des grands joueurs. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu en arrière, la trajectoire de ce joueur ajoute une couche de profondeur super intéressante à cette explosion sur le terrain. Son parcours est loin d'être anodin. Bamba Dieng, avant de terroriser les défenses de la Ligue 1, il a été formé à Diambars. Pour situer un peu le contexte pour ceux qui nous écoutent, l'Institut Diambars au Sénégal, c'est une véritable institution. Une référence absolue en Afrique de l'Ouest, oui. C'est une académie d'excellence qui a façonné énormément de talents. Mais on sait aussi que le passage d'une académie, même prestigieuse, aux rugosités des championnats européens, c'est souvent là que les carrières bloquent. Le fameux plafond de verre. Il y a un vrai gouffre entre le talent brut chez les jeunes et la capacité à s'imposer concrètement en Europe face à des adultes professionnels. C'est un point absolument crucial. La transition entre un centre de formation, où l'on couve les joueurs, on les protège, et la jungle du football professionnel européen, elle est impitoyable. C'est plus le même sport. Non, c'est un autre monde. À Diambars, les jeunes joueurs acquièrent un bagage technique largement au-dessus de la moyenne et une intelligence de jeu très pointue. Mais la Ligue 1 française, particulièrement. Elle a une réputation assez dure, non ? C'est un championnat réputé pour être extrêmement physique, très âpre et surtout très fermé tactiquement. Les espaces y sont très rares, les défenseurs sont agressifs sur le porteur du ballon et les blocs jouent souvent très bas. Donc le temps de réflexion est minime. Exactement. Beaucoup de jeunes prodiges s'y cassent les dents parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à adapter leur jeu à cette rudesse. Ils ont la technique pure, bien sûr, mais le temps de prise de décision, il est divisé par 2 en Europe. C'est là qu'on voit la différence. Donc, voir un joueur issu de cette filière sénégalaise non seulement s'adapter, mais littéralement prendre le contrôle d'un match de cette manière,
Ça en dit long sur sa capacité d'assimilation, quoi. C'est clair. Ce n'est pas juste un beau joueur à regarder jouer, c'est un joueur qui a compris et intégré les codes du très haut niveau. C'est exactement ça. Ce que Bamba Dieng démontre là, dans ces 10 minutes contre Serre, c'est une maturité tactique et émotionnelle impressionnante pour son âge. Il ne panique pas. Jamais. Il ne se contente pas de faire un beau geste technique pour la caméra, il analyse la faiblesse du moment chez l'adversaire, il gère la pression monumentale du score défavorable et il frappe avec une efficacité clinique. Comme un vieux briscard. Oui, c'est la validation d'un processus de formation long et très exigeant. En fait, il a su transformer les fondamentaux appris à Diembars en armes fatales pour le très haut niveau européen. Il a digéré l'exigence physique. Il a digéré l'exigence physique de l'Europe pour ne laisser s'exprimer que son instinct de buteur pur. Et justement, cet instinct de buteur, parlons-en. Parce qu'on lit énormément de choses à son sujet autour de cette performance. Les qualificatifs pleuvent dans les sources qu'on a consultées. Les médias adorent s'emballer, c'est vrai.